Marine Zerbib, c'est l'exemple même d'une reconversion réussie. De l'humanitaire aux cuisines des plus grandes maisons, elle a tracé son chemin avec audace, passion et beaucoup de travail. Des croissants faits maison à Darwin, aux cuisines du Frenchy, en passant par la pâtisserie de Pierre Hermé, elle a su imposer son talent. Aujourd'hui, elle continue d'innover et de régaler. Plongez avec moi dans son parcours, aussi inspirant que gourmand. Salut Marine. Salut Wanda. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Avec plaisir. Si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, grâce à Géraldine, qu'on salue. Coucou Gégé. Et j'ai rencontré une pâtissière de ouf. Alors franchement, j'ai pas un autre mot. C'est incroyable en fait ce que j'ai vécu ce jour-là. Déjà, t'es lumineuse, il y a un truc qui se passe. J'étais vraiment ravie de te rencontrer. Mais au-delà de ça, j'ai découvert donc le fait que tu étais une pâtissière hors pair, mais encore au-delà, que tu étais une grande fan de cookies et que tu avais mené très sérieusement de la R&D sur le cookie parfait et encore plus loin sur le cookie sans gluten parfait. Et ça, mais j'avais jamais vu ça et jamais goûté parce que je suis intolérante au gluten. On le sait quand on me suit sur les réseaux. Je teste toutes les pâtisseries du monde, partout où je peux. Les cookies, j'adore ça. Et j'ai jamais trouvé un cookie sans gluten qui me rappelle les cookies que je pouvais manger déjà quand je pouvais en manger, du gluten. Mais en plus, qui ait cette texture parfaite, vraiment ce cookie plaisir. Donc cette introduction est très longue, mais tout ça pour dire que je pense que tu es unique en ton genre. En tout cas, parmi tout ce que j'ai rencontré, c'est vraiment ce qui m'a marqué et ce qui m'a fait dire que j'avais très envie de t'inviter ici pour savoir comment t'en étais arrivée là. Et on a fait exprès, parce qu'on s'est revus ensuite et qu'on a même envie de collaborer ensemble sur des projets, on a fait exprès de ne pas parler de tout ton parcours, pour le découvrir ensemble ici aujourd'hui avec tout le monde. C'est ça. Je vais commencer par rougir dans les 3 premières minutes du podcast. T'inquiète pas, après je me tais et je te laisse parler. Mais je gère pas bien les compliments. Il faut accepter, vraiment. Je sais. Du coup, pour commencer, moi j'aime bien repartir du début. Et le début, ça peut être ton enfance, mais ça peut même être avant. C'est ce que je dis souvent, ça peut être l'histoire des ancêtres et tout ça. Mais pour faire plus simple, on peut partir de tes 0 à 10 ans. Qui était la petite Marine? Dans quel environnement t'as grandi? Dis-nous tout. Très bien. Alors, j'ai grandi en Alsace, donc qui est déjà une terre propice à la nourriture, à la bonne cuisine. Ça a toujours fait partie de mon enfance et de ma vie, la nourriture. J'étais une enfant, je pense, assez calme, assez tranquille. Je me souviens pas avoir fait beaucoup de bêtises. J'ai eu la chance d'avoir 2 familles du côté paternel et maternel très différentes aussi, mais qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté, qui étaient très présentes. Mes parents m'ont eu très, très jeune. Ok, à quel âge? Mes parents avaient 17 ans et 17 et 18 quand ils m'ont eu. Ouais. Donc, j'étais un peu un bébé surprise. Je pense que c'est aussi pour ça que j'étais très calme et très... Ah oui, pour ne pas déranger. Pour pas déranger. Il y a toujours eu ce côté un peu, pas déranger, pas faire trop de bruit, pas faire de vagues. C'est dingue, ouais. Parce que ma maman, donc, était au lycée. Et jusqu'à je crois, 6-7 mois de grossesse, personne n'était au courant. Mais non. Non. Enfin, mon père était au courant. Mais pas ses parents. Mais pas ses parents, pas les parents de mon père non plus. Donc, c'était vraiment la surprise. Et comme je suis née prématurée, ils ont eu 1 mois et demi pour s'y habituer. Et voilà quoi. Et ils l'ont annoncé parce que ça se voyait, en fait. C'est ma grand-mère maternelle qui a grillé ma maman en train de caresser son ventre dans le miroir. Et du coup, elle s'est dit, là, non, il y a un petit souci quand même. Donc voilà, donc ils ont tous eu 1 mois et demi pour s'y faire et ma grand-mère maternelle à l'hôpital, quand les médecins sont venus la voir pour lui dire vous êtes la grand-mère, elle a dit non, je suis la maman de la maman. Ce qui n'a rien à voir, c'est pas du tout ça, la grand-mère. Parce qu'elle devait avoir 40 ans. Non, ma grand-mère était plus âgée parce qu'elle a eu ma mère tard. Ok. Ma grand-mère maternelle. Mais elle n'a pas eu le temps de se faire à l'idée qu'elle allait être grand-mère, quoi. Donc, c'est dingue. Il y a eu le côté très... Mais du coup, j'étais le bébé de la communauté, de la collectivité. Enfin, j'ai vraiment été très choyée par mes grands-parents parce que
j'étais presque plus comme leur enfant que leur petit enfant. Ouais, et ils étaient plus disponibles pour toi, finalement. C'est ça. Et puis, comme mes parents étaient ensuite à la fac, il y avait besoin de s'occuper de moi. Donc, tous les copains, les copines de mes parents se sont investis aussi. Oui, t'étais la poupée, en fait. J'ai dormi dans des tiroirs de commode, des trucs comme ça. Mais ce qui fait que je pense que j'étais un bébé assez facile, du coup, parce que j'étais habituée à passer un peu de main en main et à être baladée, quoi. Ouais, très adaptable, en fait, à toutes les situations et à toutes les personnalités. C'est ça. Donc, c'était un début un peu surprise, mais comme ma maman me dit toujours, elle ne changerait rien. Donc, et j'ai toujours ressenti ça aussi. Que, malgré le fait que c'était pas désiré, que c'était... après ça, j'ai été très désirée. Une fois, à partir du moment où elle a su qu'elle était enceinte... il n'y a jamais eu ce sentiment-là. Donc, oui, et tu as reçu beaucoup d'amour. C'est ça. Et même 1000 fois plus, parce que tu avais tout le monde 1000 autour. 1000 fois plus, ouais. Et est-ce qu'ils ont décidé de te donner des frères et sœurs rapidement ou... Alors, mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Ok. Mon père a eu 4 autres enfants ensuite de 2 familles différentes. Ah ouais. Ok. Dont les derniers qui sont presque plus mes enfants que mes petits frères et sœurs. Ah, tu peux reproduire un schéma. Écoute, on a une vingtaine d'années d'écart, donc c'est plus mes bébés, quoi. Ouais, c'est dingue, tu peux te projeter finalement dans ce qu'ont vécu tes parents. C'est ça. Et ma mère s'est mariée avec mon beau-père qui avait aussi déjà 4 enfants de 2 femmes différentes. Ah, donc en tout, j'ai 8 frères et sœurs. Waouh, donc toujours une grande communauté. C'est ça. C'est... La famille, et tout est beaucoup centré autour de la famille, même si petite, pour moi, le noyau, c'était vraiment ma mère et ma grand-mère maternelle, parce que mon grand-père maternel est décédé quand j'étais assez jeune, et alors lui, c'était un enfant. C'était... ouais. Et il m'a appris à dessiner, il faisait plein de bricolage. Ah. C'était vraiment... Il était très créatif. Très créatif. Très créatif. Toujours à jouer avec moi... Enfin, vraiment un enfant. Ouais. Un enfant. Pour ma grand-mère maternelle, c'était sûrement moins drôle. Pour moi, c'était vraiment très chouette. Ouais. Mais donc c'était ton ami, en fait. Ouais, c'est ça. C'était... Puis chez mes grands-parents maternels, c'était toujours... je pouvais faire ce que je voulais, quoi. C'était la fête. Donc... Génial. Donc il y a eu ça. Mais ouais, j'ai eu des frères et sœurs assez tard, en fait. Même si du côté de ma maman, donc les enfants de mon beau-père, je suis pile au milieu en termes d'âge. Okay. Donc, j'ai récupéré sur la route un grand frère et une grande sœur. C'est dingue. Voilà. Et un petit frère et une petite sœur. Avec qui j'ai plus vécu finalement que les enfants de mon père. Ok. Donc, on est assez proches les uns des autres. Génial. Ouais. Et je me demande, pour parfaire compléter l'environnement dans lequel tu as grandi, que faisaient tes grands-parents, du coup, plutôt, et ensuite tes parents? Ouais. Alors, ma grand-mère, à ce moment-là, elle était à la maison, elle était retraitée. Avant ça, elle travaillait dans une station-service qu'ils avaient avec mon grand-père. Ok. Ma grand-mère, c'est une femme très, très forte, avec beaucoup de caractère, qui était la première dans son village à passer son permis de conduire, qui est passée par toutes les couleurs de cheveux, alors que ce n'était pas quelque chose qui se faisait de venir au travail avec des cheveux bleus. Elle était très libre. Elle était très libre. Elle s'est fait renvoyer à la maison parce qu'elle était venue avec un pantalon au lieu de porter une jupe, comme ça se faisait... à l'époque. Donc, voilà, une femme très, très forte. Mon grand-père, du coup, travaillait avec elle dans la station-service. Et quand je suis née, je ne suis pas sûre s'ils travaillaient encore à ce moment-là, tous les deux. Mais en tout cas, moi, je me souviens de ma grand-mère beaucoup à la maison. Et du côté paternel, ma grand-mère, elle travaillait à l'hôpital, dans un hôpital de jour pour enfants. Waouh. Ouais. Donc... comme tu dis. J'admire ces gens-là. Donc, elle a eu l'habitude de gérer des enfants avec des tempéraments parfois difficiles aussi. Voilà. Donc, ma grand-mère paternelle, elle a appris à être grand-mère avec les petits-enfants suivants. Avec moi, c'était plus une maman. Il y avait moins de laxisme, si tu veux, qu'avec le côté maternel de ma famille. Parce que elle était encore très jeune quand moi, je suis née. Elle travaillait encore, elle avait l'habitude d'être au contact des enfants, mais dans le cadre d'être infirmière, en fait. Il y avait moins ce côté
on peut se détendre et on peut choyer les enfants. Non, parce que son quotidien, c'était d'en prendre soin, mais d'avoir des règles, de superviser leur sécurité. Ouais. Donc le rapport était très différent. Mon grand-père, il avait une boîte d'informatique. Donc il faisait beaucoup de déplacements, était beaucoup sur la route. Et voilà. Top. Et tes parents, du coup? Et donc ma maman, elle est maîtresse d'école. Oh. Ouais. Et mon papa travaille pour Air France. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça, c'était 0 à 10 ans. Ouais, c'est ça. Ok. L'école, ça se passe bien? Oui, je suis une élève très studieuse. Ouais, donc pas de vagues toujours. Pas de vagues. La bonne élève. La bonne élève, qui bavarde pas. Qui a des bonnes notes. Qui a des bonnes notes. Qui est très traumatisée si on lui fait une remarque. C'est très perfectionniste. Ouais. Il faut que tout soit parfait. Oui, tu prends à cœur. Ouais. L'approximation bof, et puis les mauvaises notes, non, c'est même pas envisageable. Ça me stresse, rien que d'y penser maintenant. Je suis là, Et est-ce que tu avais de la pression autour de ça, ou c'est vraiment toi qui te donnais cette pression? Non, je pense que c'était 100% auto-infligé. Ah ouais? Ouais. Je pense pas que... en tout cas, je me souviens pas m'être dit... Après, il y a eu le côté où à ce moment-là, mon père et moi, on n'avait pas une très bonne relation. Donc, je pense aussi qu'il y avait ce côté... J'avais besoin presque de le convaincre que je valais la peine de s'intéresser à moi, d'investir un peu du temps. Je pense qu'il y avait ce côté... Je voulais vraiment presque opération séduction, tu vois, de prouver que tu valais le coup, que tu méritais d'être aimée. C'est ça. Donc, je pense que ça vient de là, en partie en tout cas. Ok. Et du coup, après, le collège, le lycée, là, on sait que l'adolescence, c'est pas forcément marrant. Le collège, ça s'est bien passé jusqu'à ce que ma mère rencontre mon beau-père, du coup, parce que jusqu'à ce moment-là, c'était un peu ma mère et moi, ma grand-mère et moi contre le reste du monde. Ok. Donc, d'intégrer un homme dans mon quotidien... Et pour lequel elle a les yeux qui brillent et auquel elle pense tout le temps. Et puis, j'avais 14 ans, c'était mon prof de techno. Ouais. Donc, tu vois, le cataclysme adolescent, le truc, tu peux pas imaginer pire. Et tes amis le savaient et tout? Ils l'ont pas su au début, mais au bout d'un moment, quand tu viens en voiture avec lui tous les matins, tu peux pas garder ça en secret éternellement non plus, quoi. Et comment elle te l'annonce? Je me souviens plus. Je me souviens pas du moment... Mais je sais que ça a provoqué une espèce de réaction presque épidermique du truc. Bah oui, parce que c'est un peu ton monde, en fait, et où t'essayes de t'adapter et tout. Et là, tout d'un coup, il y a une histoire d'amour. Et... ouais, c'était vraiment... Quoi? Et puis, du coup, ça voulait dire déménager, parce que lui, il avait 2 enfants en bas âge aussi. Donc, tout mon monde, si tu veux, d'adolescent hyper auto-centré... implose. Même si tu déménages pas loin, à un moment, ça m'a mis sur une autre circonscription. Donc, c'était possible que je change, que je sois obligée de pas aller dans le lycée dans lequel j'étais censée aller. Donc, tout est un drame à cet âge-là. Tout est... Ouais, t'as besoin de repères. Et là, finalement, tous tes repères foutent le camp, quoi. C'est ça. Donc, ça a été une partie un peu... Ouais. Ah là là. Disons que la crise d'ado, elle a été lancée dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, à l'école, t'étais comment? Plutôt discrète? Alors, j'ai eu une période où j'étais discrète sur le collège. Ça a changé avec le fait que j'ai eu de la poitrine très rapidement. Ah. Donc, j'ai été très vite visible. Mais malgré toi, ça, du coup, mais un peu malgré moi. Est-ce que t'as pris confiance Non, je pense que c'était vraiment malgré moi. Et l'autre truc aussi, c'est que je faisais beaucoup de sport. Donc ça m'a permis d'avoir plein de relations en dehors de ma classe, de mon groupe, et de participer à plein de choses en dehors des heures de cours, quoi. C'était du sport collectif? De tout. J'ai fait, ça s'appelait l'UNSS à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais c'était le sport entre midi et 2. Ok. Donc en gros, tous les jours, c'était un autre sport. Tu pouvais faire du badminton, du volley, du basket. Ah ouais, génial. Ouais. Peu importe. Donc ça m'a permis aussi de connaître des gens.
Ah, trop bien. Ouais. Et est-ce que tu étais créative aussi à cette époque-là? Je dessinais beaucoup. Ok. J'ai toujours beaucoup dessiné et surtout dans cette période-là, j'écrivais aussi pas mal. J'avais un petit journal intime, le truc que tu fais à ce genre d'âge. Bien sûr. Mais ouais, je dessinais beaucoup, je créais des trucs aussi. J'avais créé dans ma tête une trottinette électrique. Mais déjà, non. à cette époque-là, sur laquelle tu pouvais t'asseoir. Mais donc l'idée, non. c'était genre, tu pousses quand t'as envie, et puis quand t'en as marre, tu t'assieds, et puis elle devient électrique à ce moment-là. Mais incroyable, mais il y en a en plus, des comme ça, où on peut s'asseoir. Donc maintenant, quand je les ai vus dans la rue, j'étais là, mais c'est fou. Mais c'est mon idée, il a pris mes dessins. Mes dessins de 98, incroyable. Mais, c'est dingue. Donc c'était une période où je dessinais beaucoup. J'ai fait option art plat aussi au lycée. J'étais passionnée par les langues. Donc, ouais, il y avait ce côté très créatif, j'ai toujours aimé l'art en général. Ça m'a beaucoup inspirée. Ouais, créative. Et je lisais aussi, énormément. La lecture, toujours. Ça a toujours été un truc... Et du coup, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire après le bac? Alors, après le bac, dans ma tête, je voulais bosser dans l'humanitaire, ce que j'ai fini par faire. Spoiler alert. Mais c'était ça le grand but, en fait. C'était de bosser dans l'humanitaire. Je ne savais pas exactement par quel chemin. Je me suis dit que j'allais devoir passer par Sciences Po, donc j'avais postulé à Sciences Po. Enfin, voilà. C'était un peu flou, sachant que j'ai fait un bac S aussi, donc rien à voir. Et que c'était aussi la période où j'en avais marre de l'école, du lycée, de tout ça. Ça m'a... Ouais, c'était pas la bonne période. Et l'humanitaire, comment ça t'est venu? Je sais pas. J'ai eu l'impression en fait de recevoir beaucoup en tant qu'enfant, en tant qu'ado, et d'avoir envie de redonner dans un sens. Enfin, j'ai du mal à expliquer la logique qui s'est imposée, mais il y avait ce côté. Je me trouvais chanceuse, en fait, même si en termes de parcours, on peut pas. Enfin, je viens pas d'un milieu particulièrement aisé. Mais c'est un ressenti. Mais c'était un ressenti. J'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de chance et qu'il fallait que ça se traduise d'une façon de pouvoir redonner, et de partager, c'est d'avoir marrant. un impact aussi. Dans les gens que je connais, ça vient plutôt dans un second temps, mais pas à 18 ans. À la sortie du bac, c'est dingue. Mais c'était vraiment quelque chose... Enfin, c'était à l'intérieur de moi et je savais que j'avais envie de faire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, au final? Alors, au final, je fais une licence de langue. Ok. Langue, littérature et culture étrangère. Anglais, espagnol. En Alsace? En Alsace, à Strasbourg. Je pars de la maison à la seconde où je peux partir de la maison. Parce que c'était cette période-là. Ouais. Et j'avais envie d'être indépendante, d'être autonome. J'avais envie d'être une adulte, quoi. Enfin, tu vois, et puis, quand tu vis avec beaucoup de frères et sœurs, il y a aussi forcément beaucoup de règles. Voilà, moi, j'avais plus envie. J'avais été trop cadrée au lycée, parce que quand tu fais un bac S, on en demande beaucoup en termes d'horaire, en termes d'investissement, de devoirs. Et moi, j'en avais plus envie, quoi. Ouais. Donc pour moi, la fac, c'était une libération. J'étais trop contente. Un planning avec 18 heures, pour moi, c'était les vacances. J'étais vraiment... j'étais trop contente. Et puis, je me retrouvais de nouveau dans les très bonnes élèves. Parce qu'au lycée, comme j'étais un peu en vacances, j'étais pas très studieuse. Moi, j'ai eu un bac option Messenger pour les anciens. Les vrais savent. Je sais. Avec les whiz et tout, voilà. J'ai eu un bac option, ça. Hein. Clairement, c'était... Je pense que c'est un petit miracle que j'ai eu mon bac avec une mention et aussi sereinement, sans réviser, sans... Ouais. Voilà. J'ai de la chance d'avoir une très bonne mémoire et qu'en général, si je suis présente quelque part, ça suffit à ce que j'intègre une partie du cours. Mais j'avais plus envie de fournir des efforts sur quelque chose qui ne m'intéresse pas ou qui m'intéresse qu'à moitié, où je ne vois pas forcément l'utilité. Ouais. Disons que pour moi, les fonctions, je dis ok, cool, mais... Non, mais c'est clair, les fonctions, les intégrales... Non, voilà, à quoi ça va me servir? La géométrie dans l'espace, par le plus grand des miracles, ça m'a fascinée parce que dans mon cerveau, ça avait du sens et ça se mettait tout seul en place. Et c'est vrai que ça peut te servir maintenant, en fait. C'est ça. Ah. Mais tout le reste, je dis... Ouais. Ouais, non. Non, on est d'accord.
Donc, la bio, ça m'intéressait parce que, pareil, ça avait du sens, c'était applicable. Mais alors, ouais, il y a plein de trucs où je disais, la chimie, ça me plaisait bien. La physique, pareil, bof. Ouais. Donc, ouais. Donc là, à la fac, j'étais vraiment contente de faire des choses qui me paraissaient utiles. Les langues, ça me paraissait utile parce que c'était applicable dans le quotidien. Je voyais à quoi ça allait me servir derrière. Est-ce que tu avais déjà voyagé à ce moment-là Alors, j'avais voyagé pas mal parce que mon père travaillait chez Air France. Donc, on a eu la chance d'avoir des billets d'avion assez accessibles. Le rêve. Ouais. Et puis, mes grands-parents aussi, depuis toute petite, m'ont toujours emmenée en vacances avec eux. Mais ma mère a toujours voyagé, mon père aussi. Donc, c'est vrai que j'avais toujours eu cette ouverture d'esprit de me dire il y a quelque chose au-delà de la France, tu vois. Pas... Et je m'étais jamais dit que j'allais rester en Alsace ou que j'allais rester en France. J'avais déjà des envies d'ailleurs. Okay. J'avais envie de partir, d'explorer, de faire des trucs un peu plus grands que ce que je connaissais. Ouais. Du coup, je fais mes 3 années de licence. J'ai pas eu besoin de travailler beaucoup, en étant très honnête. Est-ce que tu faisais des choses à côté ? Je bossais dans une école primaire, la même que ma maman. Du coup, ouais. Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? J'étais assistante d'éducation. D'accord. Donc, on peut y aller comme ça, sans formation ou Alors ouais, on peut y aller sans formation. C'est des postes qui sont accessibles aux étudiants en général. Et pour moi, c'était intéressant. C'était mon plan ZZ d'être prof, en gros. C'était si tout le reste ne marchait pas, d'avoir fait 2 fois l'alphabet, là, dans ce cas-là, j'aurais considéré le fait d'être prof. Ce qui enchantait ma mère, comme tu peux t'en douter. Mais ouais. Et puis mon beau-père est prof aussi. Enfin, dans mon écosystème, il y a beaucoup de profs et d'infirmiers, pour une raison que je pense assez évidente, qui est que j'aime les gens qui sont curieux et qui prennent soin des gens. Donc ça s'est reflété dans mon environnement. Mais ouais, prof, c'était mon plan ZZ. Donc je me suis dit, c'était un moyen de mettre les pieds dedans et puis sans être trop investi non plus. Ouais, mais c'est marrant parce que tu recherchais cette liberté du coup à Strasbourg et tout ça. Et en parallèle, tu es quand même revenue dans l'école de ta mère avec ta mère. Ouais, parce qu'en fait, j'ai habité à Strasbourg au début et ensuite j'ai redéménagé à Colmar, qui est donc plus près de là où mes parents habitent. Et donc, on a travaillé ensemble. Ce qui était très agréable parce que c'était aussi une période où la relation avec ma mère a beaucoup changé, parce que j'étais plus ado et j'étais devenue adulte. Ouais. Donc elle avait plus vraiment besoin de me manager, de mettre des limites. Et ça s'est beaucoup détendu. Parce que comme on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, plus jeune, elle avait besoin de me cadrer. Elle avait besoin de mettre de la distance. Et à ce moment-là, on s'est beaucoup rapprochés. Oui, vous étiez limite d'égal à égal, quoi. C'est ça. Là, en plus, c'était même pas chez elle, tu étais dans sa classe à l'aider. Donc, c'était beaucoup plus agréable à partir de ce moment-là aussi, parce que je pense que j'étais beaucoup plus agréable aussi, très, très honnêtement. Ouais, sortie de l'adolescence et tout. Et vous retrouviez cette relation privilégiée, parce qu'il n'y avait pas tous les frères et sœurs et tout. C'est ça. Donc, c'était vraiment différent. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment construit notre relation mère-fille. Complètement différente. Maintenant, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ma mère, c'est la femme de ma vie. Ce sera toujours la femme de ma vie. Et ça m'émeut même rien que d'en parler. Et elle le sait. Mais c'est ça. C'est vraiment... c'est ma personne de référence. Elle a toujours été là. Et pour quelqu'un d'aussi jeune, en ayant un enfant, elle a fait un travail incroyable. Parce qu'elle a eu 1000 raisons... de mal faire les choses, parce que quand on est soi-même un enfant, c'est dur d'élever un enfant, j'imagine. C'est clair. Donc, donc j'étais très contente que ça change à ce moment-là. Ok. Donc, plus apaisée, finalement, avec beaucoup ces plus 3 apaisée, années. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la sortie de la licence ? À la sortie de la licence, je travaille dans l'humanitaire, enfin. Donc, je travaille pour une association qui fait de l'accès à l'eau potable à Madagascar. Je m'occupe de leur communication, de l'événementiel, de la gestion des bénévoles. Je fais même une étude de terrain à la fin de ma mission. Ouais. Donc, c'était très intéressant. Je me suis rendu compte de plein de choses aussi, qui sont que j'étais, je pense, pas prête émotionnellement à ce que ça représente. Et aussi aux réalités de l'humanitaire en général, qui sont que quand tu bosses dans une petite asso, tout est très difficile en termes de financement. Quand tu travailles dans une grosse asso, les logistiques ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a des choses qui sont assez frustrantes.
Et quand tu as des idéaux comme tu les as à 22 ans, enfin, voilà, je pense que j'étais pas armée pour ça. J'étais pas armée pour la désillusion, en fait, de me dire... Ils vous préparent pas du tout à ça quand tu rentres dans l'asso Non, parce que dans ce cadre-là, si j'avais travaillé que pour une asso dans ce style-là, je pense que j'aurais pas eu de soucis. Le truc, c'est que si tu veux évoluer, que tu veux être payé un minimum décemment, il va falloir aller viser les plus grosses associations. Et là, les dynamiques sont complètement différentes. Okay. Donc là, j'ai eu un petit moment de... Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ? Est-ce que ça va marcher pour moi ? Est-ce que je vais être en accord avec la façon de faire les choses ? Je me suis vachement remise en question. Et est-ce que tu vivais à Madagascar à cette époque-là ? Non, j'ai passé 1 mois et demi à Madagascar. Ok. Je vivais en Alsace, l'asso était basée en Alsace, mais j'ai passé 1 mois et demi à Madagascar. Et pendant que j'étais là-bas, je me suis dit, je sais pas. Je sais pas si je suis prête à faire ça tous les jours, je sais pas... Ouais, j'étais un peu... Ouais, mais c'est bien que tu te sois posé ces questions, que tu ne te sois pas forcée. Non, et puis ça, je pense que c'est quelque chose que, très honnêtement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Tout se voit sur mon visage. Enfin, c'est impossible. Je sais pas faire semblant. Ça marche pas. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas des peurs, justement, de remettre en question un peu ce dans quoi tu t'es engagée pour faire autre chose et sans savoir quoi ? Non, parce que vu que j'ai toujours été assez soutenue aussi par ma famille et que je me suis toujours débrouillée, que ce soit financièrement, enfin j'ai toujours travaillé à côté, même quand j'étais en dernière année de lycée, je bossais dans une pizzeria les week-ends pour me faire de l'argent. En fait, j'ai toujours eu ce côté où si je veux faire un truc, je sais que je vais me débrouiller pour le faire. Ouais, t'as cette confiance, quoi. Ouais, ça m'a jamais stressée, ça m'a jamais perturbée plus que ça et ça m'a jamais réduit le champ des possibles non plus, parce que je me suis dit, si c'est ça que je vais faire, je trouverai une solution pour le faire. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, peut-être que c'est le moment de partir voyager. Parce que je suis pas trop sûre de ce que je veux faire ensuite, vu que ça, c'était mon plan depuis toute l'adolescence, en fait, d'un coup, j'étais là, plus de plan. Ouais. Plus de script, là, faut improviser, quoi. Ouais. Donc, et il faut du temps pour établir un nouveau plan, quoi. Et il faut du temps. Et je me suis aussi rendu compte à ce moment-là que demander à des ados de choisir ce qu'ils ont envie de faire comme adultes, mais c'est clair. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est pour ça que je demande souvent justement ce parcours-là et comment t'as fait, enfin voilà. À chaque fois, ça me rend dingue de me dire qu'à 18 ans, effectivement, on te demande de choisir quel métier tu veux faire. Et en plus, on essaye de te faire croire que c'est une ligne toute tracée et que tu ne pourras pas en sortir, que c'est un choix décisif. Quoi. Ouais. C'est hyper important. Donc la preuve avec ce podcast, c'est que non spoiler alerte, ce n'est pas du tout un choix décisif. Non, et puis c'est jamais linéaire. Peu importe ce que tu fais, c'est clair. Donc non, et puis je me suis aussi rendu compte que je me connaissais peut-être pas vraiment non plus. Donc c'était le moment où j'ai décidé de partir voyager. Ok. À la base, j'étais censée partir 2 mois en Inde et basta, parce que j'avais rencontré quelqu'un quand je travaillais pour l'association et que lui partait 2 mois en Inde pendant l'été. Et il m'a dit, écoute, si tu veux venir, viens. T'avais déjà été en Inde ? Jamais. Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est le moment, au moins je ne serai pas toute seule. Et puis ce sera le moment de voir autre chose, de voir ce dont j'ai envie. 2 mois, ça permet peut-être de décanter des choses déjà. Et on verra ce qui se passe. Du coup, on part en Inde. Moi, j'adore. Je surkiffe. Tout est nouveau, tout est différent. L'Inde, c'est qui tout en général. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore. Les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. Et tu passes de l'un à l'autre constamment. Donc, c'est moralement un peu usant. Ouais. Mais moi, j'en prends plein la tête et je kiffe. Vous étiez où en Inde ? Dans le sud de l'Inde. Ouais. On a fait tout le sud de l'Inde. Donc le Kerala, tout ça. Ouais. Ce qui est beaucoup plus... Moi, pour avoir fait le Rajasthan et le Kerala, effectivement, le Rajasthan, quand tu parlais de l'humanitaire, de ne pas avoir été préparé émotionnellement... Moi, je m'en suis pris plein la gueule au Rajasthan pour ça. Mais je suis retournée au Kerala ensuite. Et en fait, effectivement, le Kerala est moins abrupt, quoi. Ouais. Moins rude. Après, j'ai des images... Non, c'est clair.
qui me marquent encore maintenant, de choses en termes de pauvreté. Et pourtant, Madagascar, c'est pas riche. Je venais de revenir de Madagascar pour partir en Inde. Et Madagascar, en fait, la pauvreté, elle est moins brute. Il y a un côté moins violent, en fait. Parce que déjà, il y a moins de monde, la concentration est moins forte. Et puis même s'ils n'ont pas grand-chose, ils arrivent quand même à en faire quelque chose. En fait, il y a une façon complètement différente de vivre. Mais en Inde, c'est brutal. C'est les castes, c'est la pauvreté, c'est la pollution. Ouais, tout est intense. Mais j'ai adoré. J'ai adoré l'expérience, j'ai adoré d'être à l'étranger, de découvrir, de changer d'endroit fréquemment. J'ai surkiffé. Donc on est arrivé au bout des 2 mois. Et là, je rentre et en fait, je n'ai pas envie de rester. Donc, je vais repartir. Et donc, je dis à ma mère, voilà, je pense que je vais partir 6 mois en Asie, en Océanie. J'ai envie de voyager. Et mon beau-père avait de la famille éloignée en Australie. Donc, je me dis, je prends un billet pour Melbourne et on verra bien, quoi. Et je suis dans le vol. J'arrive en Malaisie d'abord. Et je suis dans le vol et là, j'ai un moment de... Attends, qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, je n'avais rien de prévu. Et je pense que c'était la première fois depuis toute ma vie qu'il n'y avait rien de prévu. Ouais, il n'y avait pas de plan. Il n'y avait pas d'étape, il n'y avait pas de feuille avec tac, 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 et la liste. Tu t'en rends compte dans l'avion? Et j'ai un moment dans l'avion où là, je me dis... oh là, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je me dis, maintenant, de toute façon, c'est lancé. C'est trop tard, faut aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce que tu fais une crise d'angoisse dans l'avion ou J'ai pas de crise d'angoisse, mais c'est vraiment un moment de réalisation où c'est, là, maintenant, t'es toute seule, tu te débrouilles. Faut improviser. Jusqu'à présent, j'avais toujours des gens un peu sur qui je pouvais compter. Et là, non, c'est toi et toi toute seule. Là, il n'y avait pas la famille de ton beau-père? Il y avait la famille de mon beau-père qui me récupérait à l'aéroport, mais dans ma tête, c'était jamais je vais rester avec eux et je vais compter. Enfin, l'idée, c'était de bouger, de voyager. Et du coup, c'était... Ouais, il y a eu ce petit moment de... D'accord. Et là, tu te dis, ok, donc c'est aussi ça, être adulte, quoi. C'est devoir se débrouiller tout seul, de prendre des décisions tout seul. Et donc, j'arrive en Australie. Donc, je suis très bien accueillie dans la famille de mon beau-père. Ils sont géniaux et on s'entend vraiment très, très bien. Mais moi, l'idée, c'était de voyager. Donc, je reste pas très longtemps à Melbourne. Et là, je commence à bouger en Australie. Donc, je voyage, je me retrouve dans des auberges de jeunesse, je fais des trucs... J'achète une voiture avec quelqu'un que je connais à peine. Enfin, tu sais, tous les trucs de road trip, de voyage que tu fais que dans des circonstances comme ça. Mais j'ai jamais, je pense, été aussi libre et heureuse que dans ce moment-là. Parce que je pouvais faire ce que je voulais. Il n'y avait pas de plan. Et c'était, s'il y a un endroit qui me plaît, je reste. Si ça ne me plaît pas, je passe à la suite. Tu t'écoutes pleinement. Et basta. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je pense, en tout cas. Mais c'était merveilleux. C'était vraiment une expérience folle. Ah là là, ça me donne très très envie là. En ce moment, l'Australie m'appelle un peu. Et puis c'est des expériences que tu n'as jamais eues avant. Je me suis retrouvée, parce que je monte à cheval, et je me suis retrouvée à entraîner des chevaux de polo cross dans les Blue Mountains autour de Sydney. Et donc, tu es à cheval, il y a des oiseaux partout autour de toi qui font des sons que tu n'as jamais entendus de ta vie. Il y a des wallabies qui sont là. C'est un film. Voilà, c'est ça. Tu as l'impression d'être dans un Disney. Et tu regardes autour de toi et tu te dis OK. Et quand je faisais ça, le matin, je montais à cheval avec des vrais cow-boys, quoi. Ouais. Et tu déplaces les vaches d'un enclos à un autre. Les chevaux, limite, ils connaissent mieux le job que toi. Toi, il faut juste que tu restes dessus, quoi. Ah là là. Et t'as fait plein de petits boulots comme ça quand tu bougeais? J'en ai pas fait plein, mais ça, je l'ai fait et j'ai surkiffé. C'était trop cool. Mais ça doit être dur de partir même, non, à ce moment-là? Ouais, c'est dur de partir et c'est là où ça m'a aidé, c'est que j'avais quand même prévu quelques trucs en termes de timeline. J'avais envie de voir un certain nombre de choses, donc je m'étais dit, là, tu peux pas rester. Parce qu'il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu vois le reste. L'Australie, c'est gigantesque. Tu peux faire tenir toute l'Europe dans l'Australie. Donc, je me rendais pas compte. Ouais.
Ouais, souvent les gens se rendent pas compte et Non, quand tu le dis comme ça, quand tu le vois, ouais, en fait, il y a de la distance, il y a plein de choses à faire, à voir, tout est différent d'un endroit à un autre. Mais j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait du couchsurfing, du woofing, la moitié des trucs, je l'ai pas dit à ma mère parce que désolée pour pas maman. l'inquiéter. Mais oui, pour pas l'inquiéter parce que tu te débrouilles, c'est du système D, tu prends des bus de nuit, des trucs. Est-ce qu'il y a eu des mauvaises expériences? J'ai eu une mauvaise expérience avec la personne avec qui j'ai acheté la voiture dans laquelle on a fait une partie de road trip. Et en fait, je pense que je me suis sauvée toute seule parce que je me suis fait la cheville, je me suis fait une entorse. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi je vais rentrer à Melbourne parce que... c'était la bonne excuse. Voilà, c'était la bonne excuse. Et du coup, j'ai mis fin... C'est juste pas... Il s'est pas passé quelque chose en particulier. Mais la vibe, je la sentais pas. Il était un peu colérique et je me suis dit non. Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais. Et je pense que mon corps a dit... À parler, Voilà. Juste, je te donne une issue de secours. Ouais, c'est ça. Incroyable. Non, parce que souvent, il y a beaucoup de gens justement qui ont peur du couchsurfing, les machins et tout, de ne pas avoir de plan. Au final, on peut s'imaginer le pire, mais il ne se passe pas finalement. Moi, en tout cas, non. Il faut être attentif. Quoi, c'est ça. En fait, je ne fais jamais un truc que je ne ferais pas en France non plus, que je ne ferais pas chez moi. Ouais. Si je le sens pas, et c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris à m'écouter beaucoup plus, parce que si je sens pas un truc, je vais pas me forcer à le faire. Ouais. Parce qu'il y a pas, enfin, ça n'a pas de sens. Parce qu'en France, tu l'aurais fait? Me forcer, je sais pas. Mais en tout cas là, c'était clair dans ma tête que il fallait que je m'écoute. Ouais. Et vu que je faisais que ça en fait, m'écouter sur, est-ce que j'ai envie d'être là, est-ce que j'ai envie de partir, est-ce que j'ai envie de bouger. Je pense que j'étais beaucoup plus réceptive à ça aussi. Et ça m'a appris à garder ça, à sentir les choses et à me faire un peu plus confiance sur si je sens pas un truc, il y a peut-être quelque chose derrière quand même. Donc ça c'était un des grands apprentissages, et à dire non. À dire non, j'ai pas envie, ou non, ça m'intéresse pas. Et de pas culpabiliser de dire non. L'affirmation de soi. Ouais, et puis parce que déjà quand t'es une femme, c'est clair. dire non, c'est pas si facile que ça. Et puis, quand t'es jeune, t'as toujours l'impression que tu dois dire oui à tout. Donc ça m'a bien appris. Je me suis dit, non, en fait, j'ai le droit de dire non. Un beau voyage initiatique, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as été en Nouvelle-Zélande aussi? J'ai été en Nouvelle-Zélande, j'ai été en Indonésie, j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Donc à la base, ce qui devait durer 6 mois a duré 22 mois. Mais non. Voilà. Ah, génial. Oui, t'avais pas pris de billet retour. Non. J'avais un billet aller, mais j'avais pas de billet retour. Le rêve. Donc c'était l'aventure, quoi. Et tu le finançais justement par les petits boulots, par-ci, par-là? Je l'ai financé avec mon argent que j'avais de côté au début. Et ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant français où j'ai mis pas mal d'argent de côté. J'ai travaillé dans un café aussi. Et je m'occupais d'adolescents que j'emmenais à leurs activités, etc. Donc j'avais des journées bien remplies pour renflouer les caisses. Et voilà. Ouais, donc il y a déjà un peu de restauration, de café, de tout ça. Ouais, ça a commencé doucettement. Mais c'est surtout pendant ce voyage-là où je me rendais compte que dès que je voulais dire merci à quelqu'un, je faisais de la pâtisserie, quoi. Ah. Ouais. Je me suis retrouvée à faire des croissants au milieu du désert à Darwin, en taux d'humidité 100% et chaleur. Ouais. Mais tu savais déjà faire les croissants avant? Pas en dehors de... Je regarde une recette sur Internet et je fais, quoi. Ah, mais c'est audacieux déjà. Enfin, c'est vrai qu'on commence pas par le croissant, quoi. Non, on commence pas par ça. Et puis surtout, quelle idée de faire ça par 45 degrés. Enfin, bon, bref. Mais c'était ça ma façon de dire merci aux gens. C'était de leur faire à manger, de faire un gâteau. Et ça a aussi souvent été ça dans ma famille. C'est-à-dire que les gâteaux d'anniversaire, j'aimais bien faire plaisir à mes frères et sœurs en faisant des gâteaux. Donc c'était déjà quelque chose... Ok. Tu faisais des gâteaux recherchés ou designés ou non, c'était des gâteaux familiaux J'aurais du mal à dire ça maintenant. À l'époque, je pense que je trouvais ça designé. Ah. Mais objectivement... Oui, non mais... repartons de ce référent de l'époque. Voilà. Ok. Ah, ok, top. Mais à ce moment-là, tu ne te poses pas du tout la question de travailler là-dedans ou pas? Non, pendant que j'y suis, non. Ok. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est récurrent. Je fais pas mal de pâtisserie pendant que je voyage.
Ok. Voilà. Comment tu décides de... Enfin, qu'est-ce qui se passe au bout des 22 mois? Est-ce que tu décides de rentrer? Je pense qu'il y a eu 2 facteurs. C'est que je commençais à être fatiguée, parce que vivre dans un sac à dos, c'est usant au bout d'un moment, et puis de ne pas avoir de chez soi. Ouais. Puis je manque, ouais. Et je manque pas mal d'événements dans ma famille. Et au bout d'un moment, ouais, c'est long, quoi. T'as envie de rentrer à la maison. Et puis aussi financièrement, j'aurais bien aimé pouvoir tenir plus longtemps, mais au bout d'un moment, il faut rentrer, quoi. Ouais. Donc, je finis par Tokyo. Oh là là. et je rentre. Bon, la cerise sur le gâteau. C'est ça. Et l'autre facteur aussi, c'est que j'arrive à la fin de mes billets GP. Donc, quand on a de la famille qui travaille chez Air France, on a droit à des billets beaucoup moins chers jusqu'à nos 26 ans. Ok. Et donc, je rentre en France au mois d'avril, je crois, juste pour Pâques. Et ce sera mon dernier vol GP, puisque je fêterai mes 26 ans au mois de juin. Et donc, mon dernier vol surclassé en business. Tout le monde est aux petits soins parce qu'ils savent que c'est mon dernier vol. Enfin, vraiment, l'expérience, voilà, ça clôture ces voyages. Ouais. C'était la fin parfaite. Voilà. Et en plus délicieuse, parce qu'à Tokyo... Ouais. Exactement. Ouais, Tokyo, c'était la fête. Après, c'est vrai que j'aurais pu explorer plus au Japon, mais j'étais crevée. Ouais, j'avais plus l'énergie. Du coup, je me suis un peu laissée porter. J'avais une copine à Tokyo qui m'a présenté un monsieur à qui elle donnait des cours de français. Oh. Et sous réserve que je lui parle en français, il m'a emmenée visiter la région tokyoïte. Et ça, c'était trop cool parce que du coup, j'ai eu une vraie expérience japonaise. J'étais pas avec des touristes, c'était... Ouais, dans les lieux touristiques, en anglais et tout. Donc ça, c'était trop cool. Ah là là, t'es restée combien de temps là-bas? Je suis restée un peu moins d'un mois. Ok. C'était en quelle année à peu près? C'était... Donc j'allais fêter mes 26 ans, donc c'était il y a 10 ans. Ok. Ouais. Oh là là. Ouais. Donc là, tu rentres. Donc là, je rentre en Alsace. Ok. Dans quel état d'esprit t'es? Je suis contente de rentrer. Je suis contente de rentrer à la maison, de revoir ma famille. Mais très vite, je me rends compte que c'est dur de re-rentrer dans le moule et puis de réapparaître sur la carte. Parce qu'en fait, pendant 2 ans, j'existais pas. J'ai dû refaire des démarches à la Sécu, machin. Ah. Donc, tu reviens avec pas le côté le plus fun. Ouais. Tout l'administratif. Du retour, quoi. Voilà. Donc, ça, moins drôle. Et ma mère m'avait enregistré un documentaire sur l'école Alain Ducasse. Ah. Et elle m'a dit, tiens, je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Incroyable. Ouais. Donc, je regarde le documentaire où il parle de l'école, etc. Et je me dis, ouais, ok. En vrai, j'ai bien envie de faire ça. C'est dingue, vous en aviez parlé avant ou... On avait parlé de ce que j'allais faire un peu après, mais pas plus que ça. Et puis, je savais pas trop ce que c'était le process pour devenir chef pâtissier. Je savais juste que c'était quelque chose qui me plaisait. J'étais pas encore sûre à 100% que c'était ce que j'allais faire. Ouais. Mais ça a beaucoup aidé d'avoir ça. Et donc, je me présente parce ils te prennent sur dossier et ensuite, tu as un entretien et il y a un examen écrit. Ok. Donc, j'envoie mon dossier en me disant, on verra bien ce qui se passe, sachant qu'il y avait une rentrée en septembre, que j'avais déjà prévu de repartir en Australie au mois d'août pour 3 semaines. Ouais. Donc, voilà, je m'étais dit, on verra si ça se fait ou pas, si tout s'aligne, très bien, et sinon, c'est pas grave, il y aura une rentrée plus tard. Il y a une rentrée tous les 6 mois, en gros. Ouais, tu te mets pas une énorme pression. Je me mets pas la pression. Et puis, en attendant, je bosse, je fais des mariages, je fais du service pour une compagnie de traiteurs qui faisait des mariages. Ah ouais, pour t'entraîner, pour te mettre un peu dans le bain ou Juste parce que ça me permet d'avoir un peu d'argent de poche et de ne pas dépenser le peu de mes économies qui me restaient à ce moment-là. Ouais. Et en fait, je kiffe, ça me fait marrer, enfin, tu vois, c'est drôle. Et il y a déjà ce côté service, le rush, un peu l'adrénaline. Et ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne avec moi. Quand il y a cette montée d'adrénaline, ce besoin d'être efficace, de voir les détails, d'anticiper, ça me plaît beaucoup. Donc, je m'amuse bien en faisant du service.
Et donc, je passe les entretiens. L'écrit se passe bien aussi. Qu'est-ce qu'ils vous demandent à l'écrire? Ils te demandent plein de choses. Ils te demandent des recettes, en gros des techniques, si tu les connais, sur la réalisation de tel ou tel produit. Ils te demandent l'histoire de certains produits. Ah ouais? Ouais. Donc, en fait, il faut quand même montrer que tu t'es intéressé un peu au milieu de la pâtisserie, quoi. On te demande, voilà, si tu devais réaliser un gâteau de mariage, qu'est-ce que ce serait? Enfin, il y a plein de questions dans ce goût-là. Ok. C'est assez varié. Il y a un peu de maths aussi pour tester. Ah ouais? Ouais. Les compétences. C'est rien de très compliqué, hein, mais voilà. Mais d'avoir un minimum. Ouais. De savoir faire un produit en croix, quoi. Ouais, ok. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Je Oui, réalise au fur et à mesure du temps. Mais voilà. Donc, oui, un gâteau pour 6, pour 12, ouais. Voilà. Et du coup, tout ça, ça se passe hyper bien. Et au mois de mai, je reçois une lettre, ou début juin peut-être, pour me dire, voilà, on vous attend pour la rentrée de septembre. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'est parti, quoi, go, j'imagine. Et donc, je repars en Australie au mois d'août, je passe 3 semaines, je reviens et je déménage toute ma vie au milieu de nulle part à Yssingeaux, en Auvergne. Ok. Ouais. Et donc, je fais les 8 des mois d'école de CAP pâtisserie. Et ça se passe bien? Ça se passe trop bien. C'était ma meilleure vie. C'était de la pâtisserie du matin au soir et du soir au matin. T'es avec des gens qui sont aussi la plupart du temps en reconversion professionnelle. Je me suis fait un groupe de potes incroyable. Et puis, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que je montais à cheval soit le matin, soit l'après-midi, parce qu'on était en shift, soit du matin, soit de l'après-midi, enfin du soir. Et j'ai, par le biais de la salle de sport, rencontré quelqu'un qui avait besoin d'une personne pour s'occuper de ses chevaux. Incroyable. Voilà, donc je faisais des gâteaux, je montais à cheval, je faisais des gâteaux. Et... Oh là là, le meilleur des mondes. Voilà, c'était... Enfin bref, j'étais refaite. J'étais trop contente. Et puis j'avais mes 3 potes autour de moi avec qui j'étais tout le temps et qui sont encore des potes, même s'il y en a 2 avec qui je parle beaucoup moins. Mais ouais. Ouais, ça crée des liens. C'est ça. Donc là, tu as ton diplôme, tu n'as pas envie de partir, en fait, de l'école. J'ai mon diplôme, mais je me dis, là, je pense que je viens de passer un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Ouais. Ce sera dur de reproduire ça parce que il n'y a pas tellement d'exigences au-delà du fait qu'il faut que tu fasses les recettes qu'on te dit de réaliser en cours. Et puis moi, en tant que première de la classe latente, je surkiffe, je donne tout, chaque préparation, je pose un milliard de questions. Je suis une éponge à ce stade-là parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire plus, de faire mieux. Donc moi, c'était vraiment... c'était trop bien. T'as rien d'autre à faire que de tester des recettes, de voir ce qui marche pas, là où tu peux t'améliorer. Et il n'y a pas d'impératif de production, tu vois. Donc pour moi, c'était trop cool. Oui, et puis il n'y a pas des horaires de dingue et tout. Enfin, tu te lèves tôt, sur les chiffres du matin, et tu finis assez tard sur les chiffres du soir. Ok. Donc ça te prépare un petit peu quand même à ce côté, la restauration, ça va pas être un long fleuve tranquille non plus, mais par rapport à ce que tu fais normalement, non, c'est sûr que c'est un rythme assez cool. Ok. Donc alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, pendant que je suis à l'école, je fais 2 stages chez Camille Le Sec et Christophe Felder. Christophe Felder, qui est mon dieu de la pâtisserie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il était chez Le Nôtre déjà à ce moment-là? Alors, non, là, il travaille toujours d'ailleurs en Alsace, à Mutzig. Ils ont une pâtisserie qui s'appelle Les Pâtissiers. Ok. Et avant ça, il travaillait au Crayon. Ah, il n'était pas du tout chez Le Nôtre? Chez Le Nôtre, je ne saurais pas te dire. Ah, bon, non. Mais en tout cas, lui était au Crayon et Camille Le Sec était au Meurice avant Cédric Grolet. Ok. Donc, il y a du niveau. Ouais, c'est clair. Tu choisis exprès, justement? Ok. Ouais. Et puis, je choisis parce que vraiment, Christophe Felder, c'est mon dieu absolu de la pâtisserie. Je sais pas, mais si beaucoup de gens vont voir, mais il y a la Bible rose de la pâtisserie écrite par Christophe Felder avec 1 milliard de recettes dedans. Voilà. C'était mon obsession, quoi. Ouais. Et
pareil, je me jette à l'eau, je demande s'ils prennent des stagiaires, on verra bien. C'est pas du tout l'école du CAS qui vous propose... Ah ouais. Non, c'est moi qui les démarche en leur disant j'ai envie de faire mon stage chez vous. Il y a 2 fois 1 mois de stage. Voilà. Et normalement, on nous recommande de changer, mais moi, à la fin de mon premier mois, j'avais pas du tout envie de changer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des assez petites équipes. Enfin, c'est une petite équipe et j'ai pu tout faire, tout voir. J'ai fait du chocolat, j'ai fait de la finition, vraiment, et tout le monde a été hyper bienveillant, accueillant. Donc moi, j'étais à fond. J'avais trop envie de continuer sur ma lancée. Et puis, c'était aussi le côté, quand tu es stagiaire, en fait, il faut que tu montres que tu as envie et que tu peux faire. Donc, il y a aussi le côté prise d'initiative. En fait, moi, on me montre comment finir les petits gâteaux le matin. Tu vas me le montrer 2-3 fois. Le 4e matin, je ne vais pas te demander ce que je fais. Je vais prendre la plaque et je vais commencer à décorer comme tu m'as montré les 3 jours d'avant. Enfin, tu vois, il y a un moment, j'ai envie de montrer que je peux faire, que j'anticipe, que je suis proactive. Et il le voit, quoi. Et il le voit. Donc, au fur et à mesure, je fais de plus en plus de trucs. Et franchement, c'est trop cool. Et moi, j'ai adoré travailler là-bas. C'était trop bien. Et puis, c'était vraiment le premier pas dans la pâtisserie. Ouais. C'était vraiment le premier aspect professionnel. Donc, j'étais à fond. Je mettais du beurre à tourner pendant la pause de midi pour pouvoir m'entraîner à pocher. Enfin, vraiment, j'étais... Ouais, t'étais dans ton élément. Ouais, j'étais à fond. Et là, c'était chez les pâtissiers en Alsace avec Christophe Helder. Ok. C'est ça. Et donc, la fin de mon année arrive. Et là, il faut décider ce que j'ai envie de faire après, quoi. Et donc, je regarde un peu les offres. Je ne savais pas si on allait peut-être me proposer un poste à Munich aussi ou pas. J'avoue que je ne savais pas non plus si j'avais envie de retourner en Alsace. Ah. Donc ça, c'était un autre point de questionnement. Et en fait, je vois passer sur les réseaux un chef que je suis qui s'appelle Yannick Bégel, qui travaillait aux étangs de Corot, donc à Ville d'Avray, juste à côté de Versailles. Et je vois qu'il cherche quelqu'un en pâtisserie. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. T'avais déjà goûté ou non, mais en tout cas de ce que je voyais, de ce qu'il proposait, ça m'intéressait. Et je me suis dit, pareil, je teste, on verra bien. Donc je me déplace jusqu'aux étangs de Corot. Ah ouais, au culot, quoi. Non, je lui ai envoyé un message quand même. Ok. Pas juste me suis pointée, bonjour. J'ai pris l'assurance, mais quand même pas à ce point-là. Vous n'avez plus le choix. Je suis là. Mais j'ai envoyé un message, j'ai répondu au poste en disant, voilà, je suis intéressée. Donc il m'a proposé de venir voir ce qu'il faisait. Et j'étais là, ouais, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Donc je passe l'entretien et on me dit, ouais, go, c'est parti. Et c'était à quel poste là ? En tant que commis. Ok. C'est t'es en bas de l'échelle alimentaire. Normal. Normal, parce que tu sais rien faire en vrai. Ouais. Donc je démarre en tant que commis. Au bout de 6 mois, je passe demi-chef de partie. Au bout de 6 mois, je passe chef de partie. Ah ouais. Ouais. C'est rapide, non ? C'est rapide. C'est rapide, mais vraiment, j'avais la niaque. J'avais trop la dalle parce que je me rendais compte du fait que, à l'âge que j'avais, au grand âge de 26 à 27 ans, à ce moment-là, j'avais 27, en fait, les gens, ils ont des postes beaucoup plus hauts dans la hiérarchie parce qu'ils ont commencé tôt. Ouais, ils ont commencé au CAP à 16 ans, 17 ans. Ouais, mais j'aime pas être la dernière. Tu vois, j'aime pas ça, ça me plaît pas. Et donc tu vas rattraper très rapidement. Voilà. Ouais. Je sais dans ma tête, mon but, c'est à 30 ans d'avoir un poste de chef. Ah ouais, t'as cet objectif, c'est clair. C'est... Ouais. Je veux pas perdre de temps, j'ai envie d'évoluer rapidement. Et puis aussi parce que financièrement, quand t'es commis, t'es pas très bien payé, tu vois. Ouais. Donc, non. Et pour expliquer aux gens, qu'est-ce que ça veut dire demi-chef de partie et chef de partie ? Alors, commis, t'as vraiment aucune liberté. T'es supervisé. Après, l'avantage de travailler avec Yannick, justement, c'est qu'il nous a tout de suite tous responsabilisés. Il nous laissait vachement proposer de choses et si on avait envie de créer, ouais. Donc ça, c'était... Et c'est aussi pour ça que ça m'a autant plu de travailler avec lui et que maintenant, on est potes et bref, ça reste quelqu'un que j'admire et qui est incroyable. Il est toujours aux étangs de Corot ? Non, maintenant, il a sa boîte à Montélimar. Il a sa propre boutique.
Et il est vraiment, voilà, incroyable. Bon, donc, je vais le noter dans ma carte si d'aller à jamais, Montélimar. Si jamais, il faut vraiment s'arrêter. Et puis, c'est quelqu'un d'une gentillesse infinie. Ouais. C'était la meilleure façon pour moi de commencer dans l'industrie. C'était de commencer avec lui. Ah, c'est génial. Mais là encore, tu as écouté ton instinct, en fait. Et parce qu'il était bienveillant, mais il était toujours exigeant aussi. Il nous a jamais laissé faire n'importe quoi. Ça a toujours été très structuré. Il y avait un objectif et puis il y avait du niveau. Donc, voilà. Mais toujours dans la bienveillance, en expliquant, en montrant, en prenant le temps. Donc, incroyable comme première expérience. Mais du coup, comme tu as zéro responsabilité, demi-chef de partie, tu commences à être à moitié responsable de ton poste. Ok. D'où demi-chef, voilà. C'est ça. D'où demi-chef. C'est que tu as montré que tu pouvais faire, que tu pouvais t'auto-gérer, mais on n'est encore pas sûr à 100% que tu puisses le faire seul. Ensuite, chef de partie, par contre, là, tu peux te débrouiller tout seul. Ok. Et tu te débrouilles sur une partie de la pâtisserie C'est ça. Donc, aux Étangs de Corot, on avait un bistrot, il y avait le restaurant étoilé, puis il y a toute la partie petit déjeuner de l'hôtel. Donc, moi, j'ai fait un tout petit détour par la cuisine, parce que Yannick est parti après 1 an, et je m'entendais moins bien avec le nouveau chef. J'avais l'impression de moins avoir ma place. Donc, et puis aussi parce que, tu sais, quand t'es jeune, il y a un peu d'ego, il y a plein de trucs qui se passent. Et puis, tu t'es habituée, voilà. T'avais créé une routine avec l'un. C'est ça. Et du coup, je suis passée en cuisine. Et là, j'ai été donc chef de partie et j'étais responsable du restaurant d'été qui s'appelait Les Paillotes à l'époque. Ah ouais. Et j'avais une stagiaire avec moi pour faire le service du brunch. C'était un gros brunch qui était du jeudi au dimanche. Ok, mais c'est pas difficile de passer justement de chef de partie pâtisserie à chef de partie cuisine? Alors le gros avantage de cette époque-là, c'est que quand tu es en cuisine pour les services, vu que la pâtisserie c'est à la fin, pendant tout le début du service, toi tu t'occupes du garde-manger. Ok. Donc ça te permet déjà de te familiariser un peu avec la cuisine, le chaud, le service en général. Et pareil, j'ai eu la chance de travailler avec un chef, Geoffrey, qui m'a laissé dresser, qui m'a laissé aller aux passes. Ah. Et puis parce que je pense que ça se passait bien aussi, et puis parce que comme je t'ai dit, j'avais la niaque. Ouais. Donc t'étais proactive aussi. Ouais, j'avais envie, et puis ça me plaisait de superviser. Et puis comme je suis hyper perfectionniste, c'est vrai que j'intègre rapidement les gestes, les placements. Voilà. Ça me parle et ça devient presque un automatisme. Donc, Et est-ce que la cuisine t'intéresse autant que la pâtisserie? Pas du tout. Ah ouais? Pas du tout, parce que déjà, je suis végétarienne, donc bon, la viande, ça me parle moins. Et tu l'étais déjà à l'époque? Je l'étais pas complètement, mais j'étais pescétarienne à ce moment-là. Et la viande, ça n'a jamais été mon... Enfin, à partir de ce moment-là, c'était pas mon gros kiff, quoi. Et puis parce que je me suis rendu compte que la pâtisserie, c'est le côté très... ça apaise mes tocs, en fait. Il y a un côté hyper carré, c'est très structuré, ça part pas dans tous les sens, mais ça permet quand même d'être très créatif. Et ça me fait du bien. J'aime ce côté très organisé de la pâtisserie. Mais j'adore le service. Donc c'est aux antipodes l'un de l'autre, parce qu'un service, c'est le bazar, il y en a partout, il faut aller vite. Mais mon cerveau, il y a un truc qui lui plaît, et on en revient à la même chose, c'est l'adrénaline du service. Ouais. Je vois les bons, et c'est presque automatique dans ma tête. Je sais dans quel ordre il va falloir faire les choses, et ça me plaît, cette espèce de pression, de tension constante du service, parce que t'as pas le choix que d'être efficace. Ouais. Et ça, je sais pas, il y a un truc... c'est presque une drogue. Non, mais c'est clair. C'est hyper addictif. Ouais, mais justement, quand on parle des horaires en cuisine et tout ça, finalement, on comprend, c'est un peu comme en médecine ou des choses comme ça. C'est des moments tellement intenses. Il y a de la dopamine de partout, de l'adrénaline. C'est bien sûr. Clairement. Clairement. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi toxique. C'est que ça devient un besoin, ça devient... Et le service, ça me fait très rapidement ça, même si j'en fais plus aussi souvent, c'est...
je retombe dedans et j'ai envie de refaire du service, et de refaire du service, et de refaire du service. Donc voilà, mais ça m'a permis en tout cas d'apprendre justement à gérer un service, à gérer une équipe, à m'auto-gérer, à pas mettre mon doigt dans la trancheuse, parce que je l'ai fait une fois et je ne le ferai pas une deuxième fois. T'as perdu un bout de doigt? Un tout petit morceau de petit doigt, ouais. Voilà, ça saigne bien les extrémités. Ah ouais, c'est horrible. Donc voilà, ça m'a appris plein de trucs. Et donc j'ai fini cette saison, j'ai fait mes derniers 6 mois. Et là, je suis partie travailler pour Pierre Hermé. Ok, à Paris? À Paris, on a fait l'ouverture des Champs-Élysées. Waouh! Ouais. Avec l'Occitane, c'était ça? Avec l'Occitane, ouais. Ok, incroyable. Et donc là, tu as vu un poste s'ouvrir ou J'ai un pote qui postulait pour la cuisine et qui m'a dit, bah voilà, si tu veux travailler en pâtisserie pour Pierre Hermé, voilà, les interviews, enfin les candidatures, c'est de temps à temps, de telle date à telle date, et après il y aura les entretiens, et voilà. Et du coup, les entretiens, il y en avait beaucoup ou comment ça se passe? Alors c'était au pavillon Cambon, je crois. Enfin, c'était dans un endroit comme ça. C'était gigantesque. Il y avait pour tous les postes. Wow. C'était vraiment, c'était l'usine de l'entretien, quoi. Et je passe l'entretien avec Yann Evano, qui était donc le chef en devenir du 86 sur les Champs-Élysées. Et ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas de certitude en sortant de là, quoi. T'es stressée dans ces moments-là ou le stress fait pas vraiment partie de toi? Ah non, je suis ultra stressée. Je suis ultra stressée. Je suis hyper anxieuse, je suis très stressée et je doute vachement vite. Ok. Donc, ouais, parce que quand on parlait des peurs tout à l'heure, tu as cette confiance en la vie et tout ça. Ouais. Mais effectivement, sur le coup, pour des entretiens ou accéder à quelque chose qui t'intéresse. Archi stressée. Ouais. Archi stressée. Même quand il n'y a pas forcément d'enjeu parfois. Ouais. Mais, voilà. Mais je crois que c'est aussi un peu mon moteur. Ouais. Si je stresse pas, c'est que ça m'interesse pas plus que ça non plus. Oui, c'est souvent ça. C'est que, tu vois, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'envie. Je suis pas enthousiasmée par le truc, quoi. Mais ouais, du coup, je sais pas trop. Je sors de là, et je me dis, on verra. Et je suis prise. Et là, c'est parti pour le rodéo Pierre Hermé. À quel poste, du coup? À ce moment-là, donc en fait, il y a 2 équipes en pâtisserie. Il y a l'équipe de finition qui va s'occuper de finir tous les petits gâteaux. Et il y a une équipe de restauration. Pour chaque équipe, il y a un sous-chef. Et ensuite, on a... il y a 2 termes, mais il y a en gros les gens avec beaucoup d'expérience ou suffisamment d'expérience en pâtisserie et les gens avec moins d'expérience. Donc les seniors et les juniors? Ouais. Mais on les appelle pas gros, comme ça. Non, en gros, c'était un peu... il y avait des commis et des pâtissiers, mais c'était des commis de luxe. Ok. Même. Donc moi, je fais partie de l'équipe des pâtissiers. Ah, donc là, tu étais déjà senior, toi. J'étais déjà dans les plus expérimentés. Ok. Donc ça se détermine pas en termes d'années d'expérience, ça se détermine en termes justement d'expérience que tu as eue et des postes dans lesquels tu as exercé. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'est ce qu'aussi, quand tu es chef de partie, en fait, tu as l'habitude de gérer des commis, des stagiaires. Oui, tu es autonome. Voilà. Et du coup, on fait une partie de notre formation à Rungis, parce qu'il y a le labo à Rungis. Et on aide les équipes sur place pour voir comment ça se passe, pour aussi avancer notre production qui sera ensuite envoyée au 86. Donc là, on découvre un peu tout l'univers Pierre Hermé, les équipes. T'apprends tout le temps, il se passe toujours un truc. Et vraiment, c'est ouf. Et une fois qu'on a accès aux cuisines du 86, là, on commence à travailler dans notre espace, ce qui sera notre espace de travail. Et les dynamiques se créent aussi un peu plus parce que c'est la première fois où on se retrouve tous ensemble dans le même endroit. Okay. Avant, on était disséminés sur plusieurs équipes. Et à ce moment-là, non, on se retrouve tous ensemble. Donc, il commence à y avoir un peu, pas de la compétition, mais tout le monde se jauge un peu. Chacun son équipe, quoi. Chacun son équipe, mais aussi, y a des gens qui prennent le lead par rapport à d'autres, etc. Donc, sur cette période-là, c'est les réglages. Et puis, c'est Pierre Hermé, quoi. Donc, il y a de l'exigence. Il y a un certain niveau qui est attendu. Pour nous, c'est une expérience... c'est surréaliste de travailler dans ces conditions-là. C'est dingue. Ouais. Et il est là? Il est souvent là, Pierre Hermé? Il est là. Et surtout, le jour où on dresse les desserts pour la première fois, on est face à lui. Oh, le stress. Ouais.
Disons que j'ai jamais fait des quenelles aussi laser de toute ma vie parce que c'était go time, quoi. Enfin, mais au moins, tu as réussi à les faire parce que sous l'effet du stress, justement, souvent, on se plante, quoi. Non, moi, c'est l'inverse. Moi, c'est vraiment genre, j'ai l'impression d'avoir une expérience hors sol, un peu, tu sais, hors de mon propre corps, où là. T'as l'esprit de Pierre Hermé qui est en toi. Ouais, je suis presque en pilote automatique. Là, c'est genre, là maintenant, faut y aller, quoi. Faut performer, c'est maintenant. Tu te rappelles des gâteaux? Ouais. Qu'est-ce que c'était? Je me rappelle bien. Ça va me donner très faim, je sens. On avait des millefeuilles à la minute. Donc, en fait, il y avait un bar ouvert sur la salle. Donc, on dressait tous nos desserts à la minute devant les clients. Parce que l'idée, c'était l'interaction. Donc, il y avait des millefeuilles minutes, il y avait des desserts à boire, il y avait des coupes glacées. Ensuite, il y avait quelques desserts qui changeaient en fonction des saisons. Et on avait le cauchemar absolu de toute l'équipe, l'initiation chocolat. Donc, l'initiation chocolat, c'est un chariot que tu emmènes avec toi en salle. Il y a une assiette blanche carrée sur laquelle tu dois dresser. Et sur ton chariot, tu as tous les éléments. Tu as un crémeux chocolat, tu as une mousse chocolat, tu as une glace chocolat. Donc, il faut sortir 6 quenelles de compète. Tu as une sauce chocolat, il y a des morceaux de biscuits que tu dois mettre à la pince, il y a des morceaux de macarons, des morceaux de sablé. Ah ouais. En fait, c'est toutes les textures de chocolat autour d'un seul chocolat. C'est une épreuve de dressage, quoi. Ouais, mais travailler de 1000 façons. Donc, déjà, il faut que ta mise en place soit laser. Et ensuite, il faut que toi, ce que tu fais sur l'assiette, ce soit joli aussi. Et donc ça, il fallait qu'on le dresse devant Pierre Hermé la première fois. Et là, t'as pas les mains qui tremblent? Je pense que si, je pense que je stresse de ouf. Mais t'es pas en train de penser à ça, là, t'es dans ton truc. Mais je me dis, non, là, c'est in the zone. Tu te concentres sur ce que tu dois dresser et il faut pas cogiter, quoi. Là, c'est le moment, voilà, c'est locked in et on réfléchit plus à rien. Est-ce que t'es fière de toi quand tu sors ton assiette? Non, je pense pas. Ah ouais, non, je pense pas que tu arrives à être fière de n'importe quoi quand tu es en face de Pierre Hermé. Tu peux pas être fière, tu trembles, tu te chies dessus. Mais c'est ce que tu as fait, donc maintenant faut assumer. Faut aller au bout. Et tu peux pas reculer. Et s'il dit rien, c'est que c'est bien. Ah oui, il dit rien. Il dit pas c'est bien. Ah bah à la fin, je pense qu'il doit dire quelque chose. Moi, je suis juste dans un état de voilà, mais si on nous a pas, en gros, si on ne fait pas de retour négatif, c'est que tout s'est bien passé. Mais c'est une sacrée expérience. Incroyable. Ouais, effectivement. Et donc, moi, j'ai la chance après de prendre le lead de cette équipe de restauration. C'est ce qui était prévu? Pas du tout. C'est pas du tout ce qui était prévu. Je savais pas ce qui était prévu. En fait, pour moi, c'était juste on travailler pour Pierre Hermé. Déjà, c'est en soi une super expérience. Mais ouais, j'ai la chance de prendre le lead de cette équipe. Et ouais, c'est une expérience incroyable. Vous êtes combien dans l'équipe? Je crois qu'on est 6. À des moments, on doit être 8 en fonction des stagiaires. Il y a une équipe du matin, une équipe du soir. En fait, il y a toujours 2 personnes le matin, 2 personnes le soir. Moi, j'étais à cheval entre les 2 équipes. Ok. Et du coup, tout le monde on travaillait 4 jours, on était off 2 jours. Comme ça, les jours de repos glissaient, en fait, d'une semaine sur l'autre. Et c'était intense, comme tu peux te l'imaginer sur les Champs-Élysées. Il y a un débit de fou. Mais c'était une expérience incroyable. Et tes horaires, ça donnait quoi, du coup? Ça dépend des moments. Mais franchement, c'était plutôt sous contrôle. Ok. Le gros avantage de Pierre Hermé, c'est que comme c'est une grosse machine, tu as quand même des moyens. Tout est... tu as le matériel nécessaire. C'est un vrai labo de pâtisserie. Tu es confortable, tu vois. Par rapport à des cuisines qui sont pas forcément faites pour la pâtisserie, c'est quand même hyper agréable. Ok. Donc, non, pour ça, c'est une super expérience. Et en termes de technique, et pareil, moi, j'ai travaillé avec Yann Evano, qui était notre chef sur place. C'est un super chef. On a appris énormément de lui, de son exigence aussi, de l'exigence de Pierre Hermé. Parce qu'après, j'ai fait une ouverture à Beau Passage où j'étais avec Pierre Hermé pour la journée presse, etc. Ah ouais. En fait, juste de les côtoyer, t'apprends énormément. Tes standards, ils évoluent. Tu vois pas les choses de la même façon. Le seul truc, c'est que du coup, tu as 0 créa. C'est ce que j'allais te demander. Tout est fait par Pierre Hermé. Mais oui, il a pas même un labo de R&D. De R&D, ouais. Donc ça, par contre, t'as pas. Mais en termes de technique pure,
Et en termes de production et d'efficacité, d'organisation, et puis d'éteindre des incendies, en fait. Parce que dans un endroit comme ça, il faut que ça sorte. Donc, il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu te débrouilles pour que tout sorte comme ça doit sortir tout le temps. Et quand ça ne sort pas... quand il y a un problème, est-ce que tu as une anecdote, peut-être, sur un moment où... Ouais, j'ai une super anecdote, ouais. C'était tout à la fin de ma période Pierre Hermé. Quelqu'un avait mis du sel dans le sucre. Et en fait, c'était juste au moment de notre changement de carte. Donc, toute la mise en place... On devait changer de mise en place et il fallait que la transition se fasse. Il n'y a pas un moment où c'est à cheval. Il y a un jour, on fait cette carte. Le lendemain, on ne fait plus cette carte. Donc, en fait, ça faisait quelques jours qu'on préparait la mise en place. Et la veille, tout ce qu'on avait fait ce jour-là avait été fait avec du sel. Et personne n'avait goûté? Bah non, personne n'avait goûté jusqu'à en milieu, fin de journée, où je goûte un truc et je suis là, wow, c'est quoi le délire, quoi. Et du coup, je suis restée, je crois, jusqu'à 3h du mat. Pour tout refaire? Pour tout refaire, parce que le changement de carte, c'était le lendemain et que j'avais pas envie de décevoir. Le lendemain, Yann, le chef, me dit « Mais t'aurais dû me dire, tu vois, t'aurais dû... C'était pas la peine de rester jusqu'à 3h, on se serait arrangé, on aurait changé qu'une partie. » Mais dans ma tête, c'était même pas concevable de dire « Je n'ai pas réussi à changer la carte en temps et en heure. » Ah là là. Et tu l'as fait toute seule? Je l'ai fait avec l'équipe qui pouvait rester jusqu'au moment où ils pouvaient rester, mais après, je voulais pas que eux restent plus tard non plus, parce qu'il fallait que le lendemain matin, j'ai une équipe qui soit fraîche. Donc... Ah là là. Ouais. Oh, c'est dingue. Celle-là, elle m'a marquée. Et vu que c'était vraiment la fin, avant que je parte de chez Pierre Hermé, c'était l'apothéose un peu du truc. Mais d'un autre côté, quand tu le fais, après, tu dis, je l'ai fait. Ouais. C'est sorti, tu vois. Ouais. Il y a un peu de... C'est aussi un peu ça, le côté toxique de la cuisine. Il y a cette espèce de... C'est d'égo, de trucs... Bien sûr. J'y suis arrivée toute seule sans demander d'aide et... c'est complètement débile, mais sur le coup, en fait, t'es tellement dans la boucle et dans le vortex que... Il n'y a pas le choix, quoi. Non, dans ta tête, ça doit sortir. Ouais. Point barre. Et est-ce que maintenant, tu goûtes toujours ton sucre? Je l'ai fait une fois, pas deux. Et puis surtout, on était plusieurs à l'utiliser, c'est pas... Enfin, bref. Ah, le cauchemar. Bref. Ok, je ne revivrai pas ce moment. Mais... Et donc, ça dure combien de temps? Ça dure 1 an et demi. Ok. Ça dure 1 an et demi. Et comme je t'ai dit, en fait, ce qui me manquait, moi, c'était la créa. Autant c'était génial et vraiment en termes de compétences, je me suis beaucoup développée. Mais à ce moment-là aussi, Yann s'en va pour partir en R&D. Et je me vois pas faire ça sans un chef. Parce que l'idée, c'était pas forcément de remplacer Yann à ce moment-là. Et en fait, je me dis non, je crois que je préfère aller ailleurs. Et je vois l'annonce pour Frenchy. Et là, je me dis, ok. Parce que j'avais un œil sur le restaurant depuis un moment. Il avait ouvert depuis combien de temps? Ça faisait un moment déjà que Frenchy était ouvert. C'était en 2019. Donc non, ils existaient depuis un petit moment déjà. Mais moi, ça faisait 2-3 ans que je l'avais sur mon radar, des endroits où j'avais envie d'aller, où ça m'inspirait. Et donc, quand je vois le poste, je me dis, bon, écoute, là, je crois que le timing se joue bien. Alors, on va expliquer un peu peut-être aux auditeurs qu'est-ce que le Frenchy et quel était le poste. Alors, c'était un poste de chef pâtissière pour Frenchy. Frenchy qui, à ce moment-là, avait Frenchy to go, donc un restaurant de street food, le bar à vin et le restaurant étoilé. Par Grégory Marchand. Par Grégory Marchand. Qui avait aussi un Frenchy à Londres. Il y avait aussi Frenchy à Londres. Et il y a Frenchy à Verbier pendant la saison d'hiver. Ah, je savais pas. Ouais. Okay. Et ensuite, il y a eu Frenchy Pigalle aussi. Oui. Mais ça, c'était plus tard. Et qui est effectivement, tout le monde ne parlait que de lui, tous les critiques gastronomiques, la rue du Nil était en train de se réveiller. C'est ça. Il y avait une vraie effervescence autour de Frenchy. Ouais. Et du coup, je vois le poste et je me dis, je teste, sachant que c'est un premier poste de chef pour moi avec 3 points de vente.
Ouais, c'est clair. C'est pas le plus simple. Non, mais ça, je l'ai réalisé qu'après. Ouais. En fait, je l'ai réalisé quand j'ai un de mes anciens collègues de chez Pierre Hermé, Baptiste, qui est venu me voir et qui m'a dit ouais, quand même, premier poste avec trois restaurants différents. Et là, j'ai fait genre ouais, grave, en fait. Mais, comme d'habitude, j'aime le challenge, je sais pas m'ennuyer. Si ça devient confortable, ça me lasse. Et là, clairement, c'était pas confortable. Et t'écoutes ton instinct, toujours aussi. Ouais. Et ça t'appelle. C'est ça. Comment ça se passe, du coup? T'as des entretiens Oui, j'ai un entretien. Et ensuite, j'ai une journée d'essai où je dois proposer un dessert pour le restaurant étoilé et un dessert pour le bar à vin. Et puis, ça se passe hyper bien. Donc, en tout cas, ça se passe assez bien pour que j'ai le poste. Et du coup, je commence en faisant une transition avec l'ancienne chef pâtissière, Réa, que j'adore, en plus, avec qui ça se passe très, très bien. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que ça démarre. Donc là, c'était à quel moment? 2019. Okay. C'était mars 2019, je crois. Donc 1 an avant le Covid. C'est ça. Le référentiel. 1 an avant le Covid, exactement. Et je commence avec une personne avec moi en pâtisserie. Et là, très vite, je me rends compte de la masse de travail. Ah oui, vous êtes 2 pour 3 restos? Pour 3 points de vente. Et j'ai une stagiaire avec moi au début qui s'en va. Donc, on passe en gros de 4 avec Réa, l'ancienne chef pâtissière, et la stagiaire, à on n'est plus que 2 d'un coup pour gérer les 3 points de vente. Et tout créer et tout sortir. Tout créer, tout sortir. Waouh. Et là, je me rends compte de la quantité de travail que c'est. Mais je suis aussi trop contente parce qu'il y a beaucoup de liberté en termes de création. À ce moment-là, je travaille avec le chef exécutif aussi. Mais ouais, sur le coup, t'as un moment de... Ouais. Ouf. Ok. Il y a beaucoup à faire, quoi. Donc, il y a eu quelques moments de... Je rentre chez moi très, très tard et en me posant des questions sur mon existence et sur la validité de mes choix et de mes décisions. Mais tu arrives à dépasser ça. Et puis t'es prise, comme ce qu'on disait tout à l'heure, dans cette dopamine, cette adrénaline, ce challenge, quoi. C'est ça. Et puis, et puis aussi, au bout d'un moment, ça commence à devenir pas confortable, mais tu commences à trouver ton rythme. Tu t'organises différemment aussi pour que ce soit plus intelligent, pour que ça se passe mieux, que ce soit plus efficace. Et puis, on a grandi aussi avec le groupe. Moi, je suis passée de chef pâtissière pour les 3 points de vente à chef pâtissière exécutive pour Frenchy en général. Donc, ça aussi... Qu'est-ce que c'est la différence entre chef pâtissière et chef pâtissière exécutive? Chef pâtissière, en fait, tu es beaucoup dans le labo, tu fais beaucoup de preuves. Chef exé, tu t'occupes beaucoup plus des food costs, de l'inventaire, des commandes, des fournisseurs, de la créa. Okay. Tu fais quand même de la prod, mais tu délègues un peu plus, on va dire. Et est-ce que ça te manque à ce moment-là, l'opérationnel et... Non, parce que j'en fais quand même beaucoup. Ok. J'en fais quand même beaucoup, mais c'est un peu plus détaché. Ok. Et mon équipe grandit aussi à ce moment-là. J'ai un peu plus de gens avec moi, donc ça te permet de faire plus de trucs, d'aller plus loin un peu dans la création. Et voilà, mais c'est une sacrée aventure. Et je fête mes 30 ans chez Frenchy et je suis chef. Oh, t'as réalisé ton rêve. Voilà, donc je l'ai fait. C'était pile poil 2019, juin 2019. J'ai commencé en mars. Voilà. Non, mais la question suivante, la dernière question, ce sera qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif pour tes 40? Il faut que je réfléchisse parce que je ne sais pas si je me suis fixée. Ah non, mais bravo! Mais c'était ça le but. Et puis à ce moment-là, j'ai un moment je me pose et je me retourne et je me dis, ça y est. Tu l'as fait. Et puis au-delà, je pense, de mes espérances aussi. Oui, parce que c'est pas un resto. Voilà, c'est pas n'importe quel resto. Donc, il y a ce moment de... Ouais, ça y est. C'est dingue. Fait. Est-ce que... Parce que moi, j'adore tout ça, ces desserts et tout. Est-ce qu'il y a des desserts qui t'ont marqué dans ceux que tu as créés, justement? Oui, le premier. Parce que forcément, c'est le premier. Ouais. Donc, c'est la première fois que tu lances un truc, tu vois si ça plaît, si ça plaît pas. Et puis, je me souviens qu'il a beaucoup plu à Greg Marchand aussi. Donc, ça restera, je pense, le dessert. C'était un dessert à l'amande, cerise et sureau.
avec un gel hibiscus. Et ouais. Et puis c'était cette période de l'année, c'était juste avant mon anniversaire. Enfin, tu vois, il y a toute la symbolique autour. La cerise, c'est mon fruit préféré. Donc pour moi, c'était le dessert. Ah là là, ça me donne tellement envie. J'adore le sureau aussi, l'hibiscus, enfin tout ça. Ouais. L'amande. C'est un dessert très, très féminin. Et c'était... Est-ce qu'on peut dire toujours que c'est féminin? Je vois tellement de débats là-dessus. Pour moi, je trouve que ça parlait vachement aux femmes, en tout cas, parce que c'est un peu plus délicat. Il y a un côté très floral en général. Et frais, j'imagine aussi. Et frais, ouais. Oh, qu'est-ce que ça me donne faim. J'étais sûre que j'aurais faim, de toute façon, pendant cette interview. Désolée. C'est des bonnes choses, c'est pas grave. Mais ok, et ça a plu aux clients? Ouais. Et ça a plu aux clients, oui. Ouais, donc ça, c'est double... À tel point que quand on a réouvert après le Covid, c'est le premier dessert qu'on a refait. Et c'est le seul que j'ai refait sur les 4 ans chez Frenchy. Ah ouais? Ouais. Ok. Et oui, parce que tu renouvelais tout le temps les desserts, tous les combien, finalement? En général, on laissait les desserts 1 mois à la carte. Ok. Donc, entre le bar à vin, Frenchy to go et le restaurant étoilé où il y avait dessert pré-dessert... en gros, on essayait de changer un dessert quasiment toutes les semaines. Waouh! Ouais. Donc, tu as créé combien de desserts? J'étais en train d'essayer de calculer, mais avec celui de toutes les semaines, là, je peux plus. Beaucoup. Ok. Beaucoup de desserts. Ça n'arrive jamais, les pannes d'idées? En fait, non, parce que comme tu es obligé de changer parce que en fonction des saisons, tu auras un produit qui sera plus disponible, etc., non, ça n'arrive pas. Il y a des fois où tu es moins satisfaite, c'est moins abouti, mais ça m'est jamais arrivé vraiment de sécher. Ah, c'est dingue. Hein. Et en fait, plus tu as besoin de créer, plus tu crées tout le temps. Il y a des fois, je me souviens d'un autre dessert que j'ai adoré, qui était un tout petit baba en pré-dessert, qui était englobé dans une mousse pamplemousse. En fait, tu vois pas le baba. Donc, si tu le poses sur l'assiette devant les clients, ils se disent... c'est une mousse. C'est pas un baba. Surtout que c'était glacé, il y avait plein de segments d'agrumes autour. C'est quelque chose de très petit, très délicat, avec des petits morceaux de tuile et tout. Et ça, je l'ai eu en prenant... C'est une épiphanie qui m'est arrivée dans la douche. Ah ouais. Où d'un coup, je me suis dit, mais ce serait trop cool de faire ça. Et voilà. Mais je peux pas expliquer pourquoi à ce moment particulier, mais ton cerveau, c'est tellement une gymnastique de créer qu'il assemble des trucs même sans que tu t'en rendes compte, et d'un coup, t'es sous la douche et pum, baba. Ouais. C'est dingue. Ça m'impressionne, vraiment. Mais je pense vraiment que c'est un truc qui se travaille. Oui, c'est un muscle. Non, c'est clair. Comme la mémoire, comme tout. C'est ça. Enfin, c'est pas... J'aime pas du tout aussi quand les gens sont là à parler de talent. Parce que pour moi, le talent, c'est juste que tu as plus travaillé un truc qu'un autre. Ouais. Donc, il n'y a pas... Mais on revient beaucoup là-dessus, je trouve, en ce moment, sur le travail, effectivement. Ouais. Quoi. Mais parce que tu fournis le travail pour être à l'aise dans un certain domaine. Et voilà. Et la créativité, c'est ça aussi. Ouais. Moi, c'est un truc qui me plaît. J'aime ça. Donc, ça ne me demande pas d'effort de le faire, mais il faut quand même l'entretenir. Oui. Du coup, tu travailles combien de temps chez Frenchy? 4 ans. Ok. Donc jusqu'en... On était 2019, 2023? C'est ça. Ok. Fin 2022, pour être très exact. Un tout petit peu moins de 4 ans. Comment ça se termine? Pourquoi? Ça se termine parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir évoluer plus que ce que j'ai fait. Et puis parce que c'est un peu toujours les mêmes contraintes et que j'ai pas envie d'en arriver à me répéter ou à refaire des choses. Et puis parce que aussi j'ai envie de voir autre chose, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, parce que tu es déjà tout en haut, en fait. Enfin... C'est ça. Et que 4 ans, c'est ce que j'ai toujours en restauration, c'est un peu des années de chien. Donc il faut multiplier par 7 presque pour avoir... Non, mais t'as l'impression d'en donner tellement et d'en faire tellement en restauration en général que, moi, les 3 ans, presque 4 que j'ai fait, ça m'a paru 10 ans, en fait. Et c'est bien de renouveler, et c'est bien de laisser de la place à quelqu'un d'autre, et même pour eux, tu vois, d'avoir une autre vision de la chose. Moi, je pense que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner. Oui, et puis même pour toi, d'évoluer et tout. Et je me demandais, avant d'aborder la suite, est-ce que tu avais une vie perso à ce moment-là aussi? Est-ce que tu as le temps?
Pas vraiment. Ah oui, c'est ça. Hein. Non, pas vraiment. Pas... De toute façon, en restauration, d'une façon générale, même quand je travaillais aux étangs de coraux, une vie perso, j'en avais pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, tu fais des coupures en plus, donc vraiment encore moins. Mais pour expliquer là aussi les coupures. Les coupures, c'est quand tu finis de travailler après le service de midi, que tu as 2 ou 3 heures de pause en fonction de comment tu t'es organisé, et tu reviens avant le service du soir pour... donc finalement, tu bosses du matin au soir, mais tu as une coupure. Mais tu as une pause. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais pendant la pause? Eh ben, au début, quand tu es comme moi et que tu penses que tu vas pouvoir tenir le rythme, tu vas à la piscine. Et puis après, au bout de quelques mois, tu dors pendant ta coupure parce que tu es fatigué. C'est dingue. Voilà. Et il y avait tout un débat à la sortie du Covid. Est-ce qu'on paye ou qu'on ne paye pas les coupures, non? Oui, il y a eu ça. Après, nous, chez Frenchy, on n'avait pas de coupure. Donc, la question ne se posait pas trop. Ouais. Et ça, c'était vraiment le côté très, très agréable. C'est que quand tu fais du continu, c'est quand même plus simple à gérer en termes d'énergie. Parce que repartir après 2 heures de pause, vraiment, c'est dur. Surtout quand tu as des grosses journées et que tu sais que tu vas avoir un gros service le soir, c'est pas évident. Ok. Donc tu as envie d'autre chose? J'ai envie d'autre chose, ouais. De quoi tu as envie? À ce moment-là, je sais pas trop de quoi j'ai envie, je pense. C'est juste que l'opportunité se présente de faire du consulting pour un groupe d'hôtels. C'est eux qui viennent te démarcher pendant que tu es chez Frenchy? Ouais, c'est ça. Et du coup, je me mets à fond dans ce projet et je kiffe. Je kiffe faire ça. Et en même temps que ce projet se développe, j'ai une autre proposition de consulting, mais pour les îles Caïmans, pour un hôtel aux îles Caïmans. Wow. Ouais. Donc, je pars pendant 3 semaines aux îles Caïmans. Je les aide à développer une carte pour Noël. Et en fait, je me dis, c'est trop cool de pouvoir faire ça, de changer d'environnement. Là, je vais passer 3 semaines aux îles Caïmans, je reviens, je vais passer 1 semaine à Londres pour faire un tasting. Ça bouge. Ça bouge, c'est jamais les mêmes gens, c'est jamais le même projet. Même sur le tasting que j'ai fait à Londres, c'était 3 projets complètement différents pour 3 hôtels différents. Donc, tu crées tout le temps, t'interagis avec des nouvelles personnes tout le temps. Et moi, c'est ce qu'il me faut en termes de renouvellement pour pas m'ennuyer. Et du coup, je me dis, go. Je me vois bien faire ça pour de vrai, quoi. Ouais, ça te stimule, en fait. Ouais, ça me stimule. Et comment ça se passe, le consulting? Tu crées une carte et tu la prends aux équipes? Alors, ça dépend vraiment de ce dont les gens ont besoin. C'est un éventail qui est très large. C'est ce que je dis toujours en termes déjà d'établissements que j'accompagne. Ça va du coffee shop au restaurant étoilé. Donc, la gamme est très large. Ouais. Et ensuite, en termes d'accompagnement propre, ça va de l'élaboration d'un laboratoire de pâtisserie. Donc, je peux être vraiment dans le tout début du projet, avant même qu'il y ait une cuisine, à faire un audit pour voir quels sont les axes d'amélioration en pâtisserie, ou juste de la créa pure et dure, développer un menu, faire de la formation des équipes sur un sujet particulier. Et après, il y a la totale qui est l'accompagnement mensuel, par exemple, où c'est une visite régulière et un changement de menu régulier des différents aspects en pâtisserie, quoi. Ok. C'est génial, hein. C'est très large. C'est hyper large. C'est hyper large. C'est pour ça que c'est toujours dur d'expliquer ce que je fais, parce que ça couvre tellement que j'arrive pas à le résumer en une phrase courte et simple. Mais tu l'as quand même résumé assez clairement, quoi. Et c'est pas monotone du tout. Et c'est pas monotone du tout. Ça change tout le temps. Ouais. Et donc, là, tu commences le consulting et jusqu'à maintenant, finalement, c'est ce que tu fais, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Waouh. Bravo, Marine. Merci. Non, mais vraiment, c'est très, très impressionnant comme parcours et ça réveille plein d'autres questions, mais on commence à courir après le temps. Du coup, oui, tu sais pas ce que tu veux pour... Enfin, t'as pas d'objectif spécifique pour tes 40 ans. Là, du coup, t'as 36. C'est ça, je vais avoir 36 au mois de juin. On est en 2025. C'est ça. Pour ceux qui écouteront en 2035. Quand ce sera devenu un podcast collector. Exactement. Et ouais, là, l'objectif pour les prochaines années, j'ai un objectif particulier, mais je ne me suis pas fixée faut que ce soit fait avant mes 40 ans. Ok. Dans l'idée, j'aimerais bien que ce soit fait même avant. Donc, mais l'idée, c'est d'ouvrir
d'ouvrir un concept de cookies. Ah. On revient aux fameux cookies. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des cookies. Non, on n'a pas parlé des cookies, mais parce que ça, c'est une quête plus personnelle, en fait, qu'une quête professionnelle presque. Ça commence toujours comme ça. C'est plus mon obsession à moi que l'obsession des autres. Mais du coup, l'idée, ce serait d'attaquer le cookie sous un angle un peu plus pâtissier. J'ai rien contre les cookies de boulangerie. Mais moi, mon cookie de prédilection, c'est le cookie qui est très croustillant sur l'extérieur et bien fondant à l'intérieur. Sans être cru. Sans être cru. C'est très important. Et puis, moi, j'aime bien m'amuser avec mes produits aussi. Donc, l'idée, c'est de retravailler le cookie, de le penser différemment, mais que tout tourne autour du cookie. Et d'avoir un lieu où on peut célébrer le cookie et vraiment... C'est plus, comme j'ai dit, pour me satisfaire moi. Ouais. Et aussi pour montrer que c'est possible de faire un cookie vegan ou un cookie sans gluten qui soit bon et qui soit pas juste une option pour pallier à un manque ou pour satisfaire une certaine clientèle, mais... Et qui soit un peu en dessous, quoi. Voilà. Ou de se contenter de... on l'a fait, donc n'en demande pas trop. Quoi. Et c'est souvent ça, sur toutes les options véganes et sans gluten, c'est clair. Bon, ça va pour du vegan ou du sans gluten. Exactement. Au lieu d'être, waouh, c'est trop bon. Et en plus, c'est vegan ou c'est sans gluten. Ouais. Donc, c'est ça l'approche. Ah là là, mais ça m'excite tellement. Donc ça, avant les 40, donc avant 4 ans. Voilà, c'est ça. Ça, c'est... Le plus tôt sera le mieux. Sachant que j'ai très peu de patience. Donc, bon, on en parle après alors. Pour les projets professionnels, en tout cas, une fois que j'ai envie de faire un truc... Ouais, je suis un peu pareil. J'ai envie que ce soit hier, quoi. Mais, on en parle à la sortie du podcast alors. C'est ça. Mais génial. Est-ce qu'il y a des choses que tu as regrettées d'avoir fait ou pas fait pendant tout ce parcours ? Ça va sembler très prétentieux, mais non, je crois pas. Non, c'est pas prétentieux. C'est plutôt honnête. J'ai pas l'impression d'avoir regretté parce que tout ce que j'ai fait ou pas fait m'a emmené au moment là et à ce que je suis aujourd'hui. Et que non, je suis plutôt contente. Et je pense que justement de ne pas avoir un parcours linéaire, ça m'a apporté beaucoup plus que si j'avais eu un parcours linéaire. Donc non, je suis très satisfaite de la façon dont les choses se sont passées. Ça n'a pas toujours été facile. Mais je ne suis pas sûre que facile, ce soit toujours satisfaisant non plus. Ouais. Et tu as gardé en plus de ton enfance cette passion pour la créativité et pour les voyages et les langues. Ouais. Parce que finalement, tu arrives à allier les deux. Oui, et puis ça me sert énormément de pouvoir parler plusieurs langues. Du coup, je peux partir n'importe où dans le monde, ou presque, et m'assurer d'être comprise et de comprendre les gens. Et c'est trop bien, ça ne me limite pas à un pays francophone. Ouais. Donc, est-ce que, par exemple, justement, ce genre de projet de cookies, est-ce que c'est un projet que tu pourrais aussi développer à l'étranger ? Oui, c'est l'idée, ouais. L'idée, ce serait déjà d'ouvrir en Australie, parce que c'est un peu mon pays de cœur, potentiellement à Londres aussi. Mais ouais, non, l'idée, c'est... J'ai pas du tout envie de me cantonner à Paris ou à la France. Ah, mais génial. Et du coup, ça réveille une autre question où souvent, quand on pâtisse à l'étranger, moi, je suis vraiment un pâtissière amateur, on n'a pas les mêmes matières premières. Et on ne sort pas du tout les mêmes choses. Est-ce que pour toi aussi, c'est un sujet Oui, ça fait partie du jeu. Ouais, en fait, dans le consulting, c'est ça aussi. C'est s'adapter aux produits qu'on a sur place, aux équipes qu'on a sur place, aux équipements qu'on a sur place. Ouais. Donc, c'est le jeu pour tout. Et c'est aussi ça, je pense, un bon chef. C'est être flexible, être adaptable, comprendre que on n'aura pas les mêmes ingrédients partout, que tout sortira pas de la même façon partout, et c'est pour ça qu'on teste, et c'est pour ça qu'on adapte. Mais il faut aussi comprendre la science derrière ça. Et c'est là où moi je suis un peu une geek de mon truc, c'est que je lis des livres de pâtisserie, je lis des livres de chimie, parce que ça m'intéresse de comprendre comment adapter, comment faire mieux, et comment éviter justement les désagréments de... on change de four, ou on change d'ingrédients de matière première, et du coup, ça ne marche pas de la même façon. J'ai envie de me limiter dans ça. Mais ça, c'est mon côté première de la classe. J'aime bien comprendre pourquoi, comment... Ouais, oui, jusqu'au boutiste, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que j'en connais plusieurs dans la pâtisserie qui sont comme ça. J'ai un ami qui est parti à Vancouver
qui est parti avec un PhD chimiste et qui finalement, à qui les viennoiseries manquaient, les pâtisseries et tout ça, il a commencé à en faire. Finalement, il s'est reconverti là-dedans. Et en fait, il excelle à ça parce qu'il a toute cette partie chimie qu'il adore et qu'il explore vachement. Il fait, mais comme toi, de la R&D, mais pure et dure. Tout ce qu'il a appris en chimie, finalement, il l'applique sur la viennoiserie, la pâtisserie. Et c'est là que tu vois que les deux sont très, très proches. Quoi. Vous êtes plusieurs comme ça. Il faudrait vous réunir. On peut créer une secte. Mais oui, mais partagez vos expériences, les comparer comme les scientifiques. Quoi. Il n'y a pas des trucs comme ça? Pas que je sache, mais en tout cas, s'il y en a, faites-moi signe. Parce que... C'est clair, ça me donne envie de le créer pour vous. Je veux bien. Ok, génial. Le podcast s'appelle aussi Les gens qui font. Et je dis souvent que c'est les gens qui passent à l'action, qui écoutent leur cœur, malgré les peurs. Parce que je connais beaucoup de gens, comme tout le monde, qui sont dans un chemin qui ne leur plaît pas forcément, mais qui ont trop peur d'en sortir, qui ont trop peur d'écouter leur cœur pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui est dans cette situation un peu coincé par la peur? C'est une bonne question parce que je ne sais même pas ce que je me conseille à moi quand j'ai peur. Après, j'essaye souvent de dézoomer et de me dire qu'est-ce que ça va m'apporter une fois que je l'aurai fait. De ne pas me contenter de ressentir ce que je ressens maintenant, mais de me dire, une fois que j'aurai fait ça, que ça réussisse ou pas. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? Qu'est-ce que j'aurais vécu de plus? Alors que si je le fais pas, je vais sûrement passer à côté de plein de trucs. Et l'échec, pour moi, c'est terrorisant. Donc, je sais très bien ce que ça fait d'avoir peur. Mais tu ne te focuses pas dessus, finalement. Mais je ne me focus pas dessus parce que je me dis, il y a tellement de choses à côté desquelles je serais passée si je m'étais concentrée sur ça. Donc, vraiment, ce côté, essayer de faire ce pas en arrière ou de côté pour se dire, OK, ça fait peur et OK, il y a plein de choses qui peuvent se passer ou pas se passer. Mais au final... moi, j'ai pas envie de rester statique. Ça, c'est ma plus grande peur. En vrai, elle est là. Donc, les autres peurs, c'est un peu des plus petites peurs. Oui. Ou c'est très différent, en fait, comme peur. Mais finalement, c'est vachement intéressant, ton approche, parce que en fait, tu fais une projection constructive. Oui. C'est vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je suis en train de créer comme valeur si je le fais? Et c'est pas une projection, justement, qui te coince, en fait, dans un coin... qui te... Comment dire? Qui te limite. Oui, c'est ça. Quoi. Ouais. Et c'est souvent ce que j'essaye de faire aussi. Après, c'est toujours le côté un peu cliché de se dire qu'est-ce que t'en fais? Même si c'est quelque chose qui est négatif, c'est ce que t'en fais toi. Donc, mine de rien, en fait, il n'y a rien de vraiment négatif. Parce que c'est toujours l'angle avec lequel tu l'approches ou comment tu le regardes ou la lumière que tu projettes dessus. Mais ça tient qu'à toi d'en faire quelque chose de positif. Ça peut sembler très bateau, mais... Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Mais quand tu l'appliques, tu arrives à tirer du positif d'à peu près tout et n'importe quoi. Ouais, tout est apprentissage, quoi. C'est ça. Top, merci pour ce conseil. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu dirais si là était assise à côté de toi la petite Marine de 10 ans? Je pense que j'aurais envie de lui dire plein de choses. Je pense que je lui dirais qu'elle n'a pas besoin d'être aussi adulte aussi vite parce que j'ai l'impression que j'ai peut-être pas assez profité de l'insouciance de l'enfance. J'ai voulu être adulte trop vite. Je pense que vraiment, j'essaierai de lui dire profite, c'est pas grave. Ouais, c'est T'as le droit... T'as le droit d'être un enfant, en fait. Oh. Merci Marine. Avec plaisir. On est à la fin du podcast. J'espère que ça a autant réveillé les papilles de tout le monde et des envies de projet que moi. Le conseil, c'est d'écouter ce podcast avec un cookie à côté de soi. Ah, c'est clair. Un cookie de toi, de préférence. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas les trouver. Pas pour le moment. Bientôt même. Mais je vous le souhaite, parce que pour les avoir goûtés, ils sont tellement bons. Et merci pour tout ce partage et avec plaisir. Pour ta générosité.
Avec plaisir. J'étais trop contente d'être là. Oh, merci. Je te souhaite plein de bonheur et je te souhaite des cookies à gogo et des projets qui te font vibrer. Ils seront renvoyés dans ta direction. J'espère bien. Merci Marine. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.